33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour réfléchir ensemble afin de trouver des recettes nécessaires à la résolution des nombreux conflits dans le continent, à suivre en volet 1 de ce journal. Pour mieux assouvir leur passion de servir, les premières dames d'Afrique se sont aussi retrouvées à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. À cette session, Hinda Déby Itno et ses sœurs ont revu le nouveau plan stratégique de l'OPDAT. Et puis ne négligeons pas les malades de la lèpre. C'est le message que l'on peut retenir de la 67e journée de la lèpre célébrée ce 9 février en présence du ministre de la Santé publique. À cette occasion, les malades de la lèpre ont plaidé pour leur insertion sociale. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dimanche et notre invité de ce soir est monsieur Kairim François. Il est directeur du personnel du cabinet du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Nous n'allons pas parler de vos tâches au ministère ce soir, mais nous allons parler de la 25e journée nationale des personnes handicapées qui a été célébrée le 7 février dernier. Ok, d'accord. Et ça sera dans une dizaine de minutes. Rendons-nous tout de suite à Addis Abeba, l'Éthiopie, où s'est ouverte ce 9 février 2020, le 33e sommet, l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement du continent planchent sur la question de la paix en lien avec le développement. Le Tchad y est représenté au plus haut niveau par le président de la République, Idriss Déby Itno. Djibril Nouarouali est sur place. Faire taire les armes et créer les conditions propices au développement de l'Afrique, c'est l'objectif que se fixent les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Le rendez-vous qui est le leur offre l'occasion à l'organisation continentale de trouver les recettes nécessaires à la résolution de nombreux conflits qui minent le continent. Ne pas entendre les bruits des armes, à écouter parler Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, passe par l'extinction des foyers de tension qui menacent les États africains. Le terrorisme qui a pris racine dans de nombreuses régions amplifiées par les conflits intercommunautaires, ajoute-t-il, sont des fléaux qui interpellent l'Union africaine au même titre que les dossiers libyens et sahraouis, déplorant au passage le déficit de la solidarité des pays africains vis-à-vis de leurs frères en difficulté. La jeunesse et la femme, avance-t-il, doivent bénéficier de toute l'attention requise si l'Afrique veut se stabiliser et regarder l'avenir avec confiance. Le lancement prochain d'une initiative africaine de paix en Libye, évoquée par Moussa Faki Mahamat, a réjoui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exhorté les dirigeants africains à faire avancer la lutte contre la pauvreté dans leur pays. Source de tous les maux, note le patron de l'ONU, qui a pris la défense du continent africain face aux défis du changement climatique tout en faisant part de son engagement personnel d'œuvrer pour une mondialisation équitable. Agir de manière concertée et se donner le moyen sont les recettes pour faire taire les armes en Afrique, soutient le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a passé le relais au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine, qui a annoncé les couleurs de son mandat, a appelé ses pairs à se donner la main et rendre l'organisation continentale plus forte, une dimension essentielle pour que les pays africains arrivent à se prendre réellement en charge et à régler eux-mêmes leurs propres problèmes, affirme le président sud-africain. La grande messe de l'Union africaine, en plus de la question de la paix et de la stabilité, devra aussi faire le point sur le processus de réforme, avec en toile de fond l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale ZLEC, dont le secrétaire général sera désigné au cours de la session à huis clos. En marge des travaux de ce 33e sommet de l'Union africaine, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une audience au Premier ministre de la transition du Soudan, Idriss Déby Itno, et Abdallah Hamdok ont échangé sur le processus de paix au Soudan. Une fois de plus, Djibril Nouarouali.
2 mois après sa dernière entrevue avec le chef de l'État à N'Djamena, Abdallah Hamdok, le premier ministre du gouvernement de transition du Soudan, est reçu à nouveau par le président tchadien Idriss Déby Itno. La conduite de la transition au Soudan, au regard des pourparlers intersoudanais, a occupé une large place dans les discussions auxquelles ont assisté les officiels de 2 pays. Le Tchad, qui a envoyé une délégation à Djouba où se déroulent les négociations intersoudanaises, est une nouvelle fois sollicité par les autorités de transition de ce pays pour l'aboutissement du travail entamé. L'expérience du président Idriss Déby Itno et sa connaissance du dossier, ajoutée à la proximité de 2 peuples, sont autant des atouts qui peuvent ramener une paix durable et définitive, a fait savoir le ministre d'État aux Affaires étrangères, Oumar Ismaïl, au sortir de l'audience. L'espoir de parvenir à un accord définitif de paix entre le gouvernement central et le mouvement armé est réel, et l'appui du président Déby viendra concrétiser ses vœux chers au peuple soudanais qui entretient de très bonnes relations avec le peuple tchadien. Toujours à Addis Abeba, sachez que les chefs d'État et des gouvernements ont examiné la situation sécuritaire en Libye et au Sahel, et c'était lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité à laquelle a participé le président de la République, Idriss Déby Itno. On en sait plus avec Djibril Noualwadi. La situation en Libye et au Sahel préoccupe l'ensemble du continent car l'évolution de ces derniers mois n'augure pas de bonnes perspectives. Le risque de voir la menace se propager est réel, avertit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Trouver une sortie de crise est un impératif, dira le président en exercice de l'Union africaine, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le chef de l'État congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, ont également fait part de leurs inquiétudes, non sans appeler le Conseil de paix et de sécurité à trouver au plus vite les voies et moyens de faire sortir les pays concernés par la question de l'instabilité et de l'insécurité. Pour y parvenir, une lecture commune s'impose, des changements également, changements dans les dispositifs et la conduite des initiatives en cours. C'est à cela que le président de la République, Idriss Déby Itno, et ses pairs se sont attelés, notamment lors de la session à huis clos qui est intervenue juste après la cérémonie d'ouverture. Les dirigeants du continent africain savent bien que l'heure n'est plus au discours, car de l'avis du chef de l'État djiboutien, la sécurité dans le Sahel, conséquence directe de la déchirure en Libye, fait partie intégrante de la sécurité mondiale. Une mobilisation courageuse et concertée pour mettre fin aux crises en Libye et au Sahel est non seulement nécessaire, mais urgente. Nous devons entendre l'appel des gouvernements pour un soutien accru de la communauté internationale à leur sécurité et en faveur de l'aide au développement, lance le secrétaire général de l'ONU. Si plusieurs tentatives n'ont pas porté de fruits jusqu'à là, c'est parce que l'Afrique est exclue et marginalisée, déplore le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité, Ismaïl Oumar Guelleh. Pour lui, il est temps que l'Afrique récupère ses prérogatives et assume ses responsabilités. La tenue de cette réunion du Conseil de paix et de sécurité, le nombre de dirigeants présents et le ton utilisé dans les discours pour nombre d'observateurs viennent confirmer la volonté de l'Union africaine de reprendre le dossier libyen en main, et c'est tant mieux, lance un diplomate au sortir de la rencontre. Aux côtés de leur époux, les premières dames d'Afrique sous la coupe d'Obdat se sont retrouvées à huis clos à cette session. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a participé activement aux travaux, nous dit Djibril Noualwadi qui est sur place. Servir est une passion que partagent les premières dames d'Afrique. La session qu'elles ont tenue en marge du 33e sommet de l'Union africaine vient consacrer le virage amorcé par leur organisation depuis le changement de sa dénomination. Hinda Déby Itno et ses sœurs, avant l'ouverture officielle de leur 24e Assemblée générale, vont examiner les recommandations du comité directeur et les conclusions des réunions des conseillers techniques. Il en sera de même pour le compte-rendu de la 23e Assemblée générale et les différents rapports en lien avec le fonctionnement de l'organisation. Les réflexions au cours de cette session, dirigée par la présidente en exercice de l'Obdat, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, prendront en compte les réponses à apporter par l'Obdat face aux problèmes en lien avec le bien-être de la population, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'autonomisation des femmes et des jeunes. Dans leur discussion, la première dame Hinda Déby Itno et ses sœurs auront également à évoquer le nouveau plan stratégique de l'Obdat au regard
de la mise en place d'une plateforme propice à sa planification et à son exécution dans les pays membres. L'OPDAT, en rappel, plaide ou mobilise des ressources humaines et financières pour mener à bien des actions de première dame au quotidien. Des actions qui jusqu'à là ont contribué de façon significative au progrès grâce à des actions à fort impact dans plusieurs domaines de développement. Vous le saviez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a passé le témoin au chef de l'État sud-africain à la tête du Forum des Africains d'évaluation par les pairs, la plus haute instance décisionnelle du MAEB, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dirigé depuis 2 ans par le chef de l'État tchadien, a fait un bond en avant. Des acquis qui ont besoin d'être consolidés, a souligné le président de la République Idriss Déby Itno, à suivre l'intervention du chef de l'État dans le cours de ce journal. Les étudiants tchadiens en Turquie ont initié un forum international pour parler de la coopération tchado-turque. L'initiative a mobilisé un nombre important d'autorités turques et bien évidemment tchadiennes. Ngarseti Aimé. Ce deuxième forum international des étudiants tchadiens résidant en Turquie s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et la Turquie. Cette rencontre permet aux étudiants étrangers de se familiariser et d'échanger dans les domaines d'études et socioculturels. S'agissant du respect des règles de conduite à tenir, les autorités universitaires relèvent le bon comportement des étudiants tchadiens et soulignent qu'ils s'engageront à faciliter les conditions de leurs études. L'ambassadeur du Tchad en Turquie salue cette initiative. Forum des étudiants tchadiens à l'étranger témoigne de la place que la jeunesse de la diaspora tchadienne occupe dans la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, pour l'émergence du Tchad à l'horizon 2030 et de l'intérêt que les plus hautes autorités du pays de Toumaï, berceau de l'humanité, accordent au défi de l'éducation. Plus de 500 étudiants tchadiens venus de différentes villes de Turquie ont pris part à ces assises. On rappelle, la journée nationale des personnes handicapées a été célébrée le 7 février dernier à l'occasion de la célébration de la journée nationale des personnes handicapées. La rédaction de Télétchad s'est intéressée au rôle que jouent les personnes handicapées dans la société. Bon nombre de ces personnes exercent de métiers fort appréciables, nous dit Habiba Kamlar Kariom dans ce reportage. En ce jour où le Tchad commémore la journée nationale des personnes handicapées, il est important de marquer un temps d'arrêt pour se pencher sur le cas de ces citoyens à part entière, connus par certains comme des hommes et femmes vulnérables, puisque diminués physiquement, cette assertion ne reflète souvent pas la réalité. Nombreux d'entre eux, malgré leur handicap, se battent au quotidien pour assurer leur avenir. Issa en fait partie. Chaque matin, il enfourche son tricycle pour affronter la journée. Comme d'autres handicapés, David, appelé chaleureusement capitaine, a opté, lui, pour la menuiserie. Ma vie professionnelle dans mon épicerie, là, même le buffet, là, le lit et l'autre, le penderie, là aussi. Tant mieux. Parce qu'on est obligé de supporter le coût de la vie avec. Babal, handicapé moteur, a pu surmonter les obstacles pour créer sa propre entreprise. Sa spécialité, la mécanique orientée vers la réparation des motocyclettes et mototricycles. Cependant, face aux difficultés dont il est confronté, il lance un appel à l'endroit des autorités afin de l'aider à mieux asseoir son entreprise. Cette journée nous permet d'axer notre réflexion sur le rôle que peuvent jouer les personnes vivant avec un handicap au sein de notre société.
D'où la nécessité de bannir toute forme de discrimination envers elles au vu de leur apport dans la vie socio-professionnelle et économique du pays. Merci Kamlar. Monsieur le directeur du personnel du cabinet de la femme, du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, je rappelle que c'est notre invité, c'est Monsieur Kairim François. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous avez suivi ce reportage avec tous les téléspectateurs. Ouais. Pouvez-vous nous faire la genèse de l'institutionnalisation de la Journée nationale des personnes handicapées? Merci. Je crois que la Journée nationale des personnes handicapées a été instituée par le décret 136 en 1994. C'est vu les difficultés que rencontre cette couche que le gouvernement de la République a bien voulu leur accorder cette journée en l'instituant par un décret présidentiel. Et l'objectif visé? Bon, l'objectif visé, c'est quoi? C'est dire la journée elle-même d'abord constitue une période de réflexion nationale sur la condition de vie des personnes handicapées et de leurs rapports dans le développement du pays. Et en plus de cela, c'est pour voir dans quelles conditions on peut les amener à s'épanouir et à s'insérer dans la société. C'est ça l'objectif même de la journée. Ok. L'édition de 2020 est placée sous le thème Enjeux et défis de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le gouvernement de la 4e République. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Bon, ce qui justifie le choix de ce thème, c'est que le président de la République a ratifié la Convention le 9 novembre 2018. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, bien sûr. Et les Nations Unies ont notifié au Tchad comme quoi le Tchad fait partie intégrante de cette convention le 10 juin 2019. Donc, au bout de chaque 2 ans, le Tchad doit produire des rapports pour montrer le degré de mise en œuvre de cette convention. Donc, il faille commencer dès maintenant à mettre cette convention en œuvre pour que le rapport qui sera fait et envoyé aux Nations Unies soit un rapport fiable, qui reflète la réalité. Donc c'est pour cela que la 25e édition est placée sous ce thème, justement, pour nous permettre de vulgariser cette convention dans les provinces de pays, pour que les communautés locales, eux également, puissent s'en saisir de la chose et avoir un regard différent sur les personnes handicapées. Soyons un peu pratique, monsieur le directeur. Quelle place accorde le gouvernement de la République du Tchad aux personnes handicapées? Bien, le gouvernement du Tchad accorde une très grande place, une très bonne place aux personnes handicapées. Si vous vous rendez compte, lors du forum sur les institutions de la République, pendant ce forum, le président de la République a mis au cœur de sa politique la question du handicap. Donc, pour ce faire, il a d'abord accordé des places aux personnes handicapées dans l'instance des décisions, par exemple au Conseil économique et social et à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est là où on a inséré les personnes handicapées là-bas pour qu'ils participent à la vie de la nation. Le président de la République a déclaré maintenant quelles sont les actions déjà réalisées en faveur des personnes handicapées concrètement. Bon, concrètement, beaucoup des actions sont réalisées. Des personnes handicapées sont intégrées à la fonction publique. Parce que dans ma direction, par exemple, j'en ai 10 personnes handicapées qui sont dans la direction des personnes handicapées. Et le ministère de la Femme qui est chargé de mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement se bat un rassemblement pour cette couche. Par exemple, l'année passée, on a formé 48 femmes en santé de reproduction, femmes handicapées je voulais dire, en santé de reproduction, et on a formé également 45 leaders des associations de personnes handicapées en leadership et 200 personnes handicapées en entrepreneuriat. Tout ça en 2009. Donc voilà concrètement ce que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de la Femme pour les personnes handicapées. À vous entendre, les personnes handicapées jouent un rôle très important dans la vie socio-économique du pays. Justement parce que
au vu du reportage qu'on vient de voir, ils font un travail merveilleux. Il suffit qu'on leur donne un petit coup de pouce et je pense qu'ils vont vraiment exceller dans ce qu'ils font. Et les associations des personnes handicapées entretiennent, quel est le degré de relation qu'entretiennent les associations de personnes handicapées avec le ministère de la Femme, de l'Action sociale? Bon, ils entretiennent de très bonnes relations, mais compte tenu de certaines humeurs de tout être humain, il y a quelquefois des fruitements, mais sinon nous entretenons vraiment de très bonnes relations avec les associations, les différentes associations de personnes handicapées. Je rappelle que vous avez organisé la 25e journée nationale des personnes handicapées. Vous avez un mot à adresser à l'endroit de la population et des personnes handicapées? Bien, comme dernier mot. Dernier mot pour les personnes handicapées. Ouais. Cette journée, cette 25e journée, en principe, elle devrait avoir lieu à Koumra. Elle devrait avoir lieu à Koumra, mais compte tenu des difficultés de dernière minute, le ministère n'a pas pu faire le déplacement, mais néanmoins, les personnes handicapées elles-mêmes ont fait le déplacement pour Koumra, pour aller montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et le dernier mot que je peux peut-être dire à mes frères qui vivent avec le handicap, c'est de s'unir. Tant qu'il n'y a pas l'union, on ne pourra rien gagner dans la vie. Donc il faut qu'ils taisent leur querelle intestine, qu'ils s'unissent pour arracher leurs droits. Intéressant comme mot de fin. Voilà. Merci, monsieur le directeur du personnel du cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. Monsieur Kairim François, vous avez été le président du comité d'organisation de la 25e journée nationale des personnes handicapées. Merci surtout d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Merci à vous. Le 20h se poursuit. Une journée appelle une autre. Nous allons parler cette fois-ci de la 67e journée des lépreux, une journée placée sous le haut patronage du ministre de la Santé publique. La cérémonie s'est déroulée à l'école de la léproserie d'Abena dans le 7e arrondissement. À cette occasion, les malades de la lèpre ont reçu des dons. Une fois de plus, Kamlar Habiba Kariom. La lèpre est une maladie tropicale négligée. Ne négligeons pas ceux qui en souffrent. C'est le message destiné à tous les Tchadiens en faveur de ceux qui souffrent de cette maladie dans le cadre de la commémoration de la 67e édition. Elle se manifeste par des taches claires sur la peau et guérissables grâce à la polychimiothérapie, indique le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Elle n'est ni héréditaire, ni une malédiction divine. Par conséquent, un lépreux ne doit pas être exclu de la famille ou de la société, encore moins de sa communauté. À cette occasion, les personnes souffrant de la lèpre ont reçu quelques vivres et une quête organisée en leur faveur. Le porte-parole des lépreux a saisi cette opportunité afin de saluer les efforts de tous ceux qui militent pour leur insertion sociale. Nous, anciens malades de la lèpre et nos familles, manifestons nos reconnaissances pour l'amour et les actions inestimables que vous ne cessez de nous accorder chaque année. Nous remercions le ministère de la Santé publique, son vaillant personnel et le gouvernement tout entier pour les efforts fournis chaque jour à notre égard. Pour lutter contre cette maladie, au quotidien, le gouvernement tchadien et ses partenaires ont déployé les moyens nécessaires pour réduire la prévalence de cette maladie. Le lépreux est devenu un malade ordinaire comme tous les autres. Aujourd'hui, en 2020, il n'y aura pas de gens qui n'envoient pas l'air lépreux dès qu'ils commencent à avoir leur première tâche. Ce n'est pas du tout normal qu'en 2019, 400 quelques cas, nous sommes au milieu de la civilisation et de la société du 21e siècle. Ça, c'est pas acceptable. Le thème de cette édition,
nous interpelle à bannir de nos comportements la marginalisation et la discrimination envers cette couche vulnérable. L'Aï, chef-lieu de la Tandjilé, est l'une des villes qui abritent les stations provinciales de l'ONAMA. Étant l'une des dernières, le chantier est seulement démarré il y a quelques jours. Mais on nous apprend que les travaux avancent à grands pas. Eric Guedi. Trois semaines après la pose de la première pierre de la station provinciale de l'Ounama de l'Aï par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Yahya Hissène, les travaux ont commencé et avancent à pas de géant. Une partie des ouvriers s'attelle au fouillement, aux travaux de ferraille et à la briqueterie, tandis que d'autres s'activent au béton. L'ingénieur en charge des travaux, Keïkere Nelson Mandela, promet faire de son mieux pour respecter le délai imparti pour la réalisation de la station. Après la pose de la pierre, à la date du 20 janvier 2019, aussitôt on a commencé avec les travaux préparatoires, comme vous l'aurez constaté, et on a lancé ouvertement les travaux. Donc actuellement, on a ouvert tout ce qui est tâche. On a commencé avec les fouilles, donc les choses évoluent normalement. Actuellement, on est sur les fouilles, on est sur les travaux de fouilles et en même temps, on a déjà implanté un grand nombre de poteaux et voilà, on ne peut pas estimer en termes de pourcentage d'approche. On vient de commencer les travaux. Donc, on est sur les travaux de fouilles. Espérons que les travaux avancent sans incident pour que le délai de 6 mois prévu puisse être respecté. Des groupements féminins du Mayo-Kébi Ouest ont désormais de quoi mener leurs activités. Ils viennent de bénéficier d'un don en matériel et équipement agricole de la part de la Fondation Grand Cœur. La cérémonie a lieu en présence des autorités locales. Varelach. La Fondation Grand Cœur ne forme pas seulement les femmes membres des organisations féminines de la province du Mayo-Kébi Ouest sur la vie associative. Elles mettent à leur disposition les outils qui puissent perfectionner leurs activités au niveau de leurs départements respectifs. Ces matériels agricoles composés de 8 kits de moulins de cortiqueuses, 8 kits de moulins à 1000, 8 kits de motopompes, 15 machines à coudre de broderie, et plusieurs autres matériels agricoles sont destinés à la culture maraîchère. Ces différents matériels que vous offre gracieusement la Fondation Grand Cœur vous permet d'accroître vos rendements afin de vous prendre en charge au niveau de vos départements respectifs. Le préfet du département de Lac-Léré, Abdraman Sadi Moussa, qui préside la réception de ces matériels, invite les bénéficiaires à leur utilisation à bon escient pour qu'ils puissent leur générer des recettes. Il a été appuyé dans ses propos par les préfets des départements de Moyo-Binder et celui de El Waya. Chaque jour que Dieu fait, je ne fais que me réjouir des bons actes posés par la première dame du Tchad. J'implore ici le Dieu Tout-Puissant d'être toujours à ses côtés. Nous avons besoin de nous développer et voilà ce qu'on a besoin. Elle nous a offert. Quelle joie. Les bénéficiaires de ces divers matériels, à travers leur porte-parole, remercient la donatrice. Nous remercions encore une fois de plus notre sœur et au nom de toutes les femmes de la province du Mayo-Kébi Ouest, nous lui disons merci. Nous demandons à Dieu de la bénir, de lui donner l'intelligence à penser toujours à ces sœurs qui sont les plus démunies. En optant pour la remise des matériels aux femmes membres des groupements féminins, la première dame Inda Debitnou veut amener ses sœurs à voler de leurs propres ailes. C'est aussi l'une des stratégies de la présidente de la Fondation Grand Cœur, celle orientée vers l'autonomisation de la femme rurale. En politique, quelques membres du bureau politique national du MPS de la province de Silla se sont rendus hier à Gosbeda. Sur place, ils font l'état des lieux de l'état d'urgence dans la province en vue de préserver les acquis de la paix. Des questions relatives à la portée de l'état d'urgence ont été évoquées au cours des différentes rencontres en présence du gouverneur de la province. Mamadou Oumar Moursal.
Quelques jours après la levée des mesures imposant l'état d'urgence dans les Sila, Mohamed Adef Adam et Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut MPS et ressortissants de la province du Sila, ont fait le déplacement de Gosbeida. Après échange avec le gouverneur Kedala Younous Hamidi sur le but de leur mission, les deux membres du bureau politique national du MPS ont animé un meeting pour retracer les événements douloureux ayant secoué les Sila en juillet et août 2019 et le résultat positif de l'état d'urgence. D'après Mohamed Adef Adam et Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, cet état d'urgence a été bénéfique pour les Sila, autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et coutumiers, ainsi que les militants et sympathisants du MPS ont pris part à ces meetings. Il leur a été signifié qu'il est grand temps de chasser les mauvais esprits afin de laisser place à la réconciliation et à la cohabitation pacifique pour parvenir au mieux vivre ensemble. Selon Mohamed Adef Adam et Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, l'état d'urgence vise à préserver les acquis de la paix. Ils ont par ailleurs exhorté les militants du MPS du Sila à se mobiliser comme un seul homme afin de permettre une victoire écrasante au MPS aux futures échéances électorales. À Durbali, dans le Charibagirmi, les militants du MPS ont exprimé leur choix hier à l'occasion d'une cérémonie de réjouissance suite à la désignation d'un des leurs au bureau politique national. Kalianga Founan. Un meeting géant pour exprimer toute la reconnaissance au président fondateur du mouvement patriotique du salut Idriss Déby Itno suite à la désignation de Bichar Abdraman Moussa au bureau politique national du MPS au compte du département de Durbali, province du Charibagirmi. Une véritable démonstration des militantes et militants du mouvement patriotique du salut venus des coins et recoins de la dite province. Par cette gigantesque mobilisation, ces militants démontrent que la province du Charibagirmi est un bastion incontestable du mouvement patriotique du salut. La cérémonie est rehaussée par la présence des ténors du mouvement patriotique du salut de la province du Charibagirmi et de plusieurs autres membres du bureau politique national. Plusieurs intervenants se sont reliés pour remercier le président fondateur du MPS Idriss Déby Itno pour le choix porté sur la personne de Bichar Abdraman Moussa comme chef de file du mouvement patriotique du salut dans le département de Durbali. Il souligne que la désignation de ces derniers au bureau politique national du MPS prouve à suffire que la jeunesse est au centre de la politique du MPS et se sont engagés à accompagner leurs nouveaux représentants tout au long de son mandat et porter le flambeau du MPS dans leur département. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Charibagirmi, Kadr Salekana, a vanté le mérite du nouveau membre du bureau politique national du MPS pour le compte du département de Durbali et s'est dit confiant de la capacité de ces derniers à relever le défi. Aux militants du mouvement patriotique du salut, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de cette province, Kadr Salekana, leur a demandé d'être toujours prêts pour affronter les législatives et communales afin d'assurer une victoire à 100% au parti. Kadr Salekana n'a pas manqué d'insister sur la préservation de la paix, un vœu cher au président fondateur du MPS. Le président de la République, Idriss Déby, chaque fois il est debout, il est un peu partout en Afrique, avec nos militaires, comme disait Roch, pour la paix. Et la paix pour nous les Tchadiens, ainsi que tous les Africains. Donc je demande à tout le monde ici de se lever, aujourd'hui pour le président de la République, Idriss Déby Itno, pour les efforts qu'il fait pour la paix, pour nous et pour tous les Africains. Pour sa part, Bichar Abdraman Moussa a exprimé toute sa reconnaissance à la base pour l'avoir proposé au bureau politique national du MPS. Il sollicite davantage son soutien pour l'accomplissement de sa mission. Soyez assurés que je travaillerai sans relâche, le regard tourné vers les objectifs que nous nous fixerons ensemble, l'oreille attentive de tous et de tout cœur dévoué au département de Durbali et à la province du Charibagirmi. Je peux compter sur votre soutien pour que notre cher président accorde sa confiance totale à la province pour permettre de répondre à nos attentes ainsi qu'à celles de toute la population du Charibagirmi et celle des militants du MPS en particulier. Tous unis, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du département de Durbali se disent déterminés à ratisser l'arche aux élections qui s'annoncent.
Les militants du MPS de la Tandjilé, eux, se sont retrouvés à Amtoukoui dans le 7e arrondissement de N'Djamena pour se réjouir, suite également à la désignation d'un natif de la province au bureau politique national. On en parle avec Adef Ahmad Ben Rahman. Conformément aux recommandations du dernier congrès du MPS, donnant le libre choix à la base de désigner les membres du bureau politique national, les militants du conseil provincial de la Tandjilé n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont désigné leurs camarades Andigué Turoué Nassar Manas, un choix entériné par le président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Par cette cérémonie de réjouissance, il est question d'exprimer toute la reconnaissance à la base et au président fondateur pour cette marque de confiance. Je tiens d'abord à vous féliciter, à vous remercier. Remercier aussi tout le chef d'État lui-même qui a entraîné la décision de la base et que vous faites le réjouissance aussi en ce moment solennel. Je tiens aussi à le remercier. À cette cérémonie qui a vu la présence d'éminents cadres du parti, parmi lesquels Dr Ahmad Al-Habib Mouhiaddine, membre du bureau politique national du MPS du département de Tissi, les militants de la province de la Tandjilé s'engagent à se mettre en ordre de bataille pour relever les défis aux prochaines législatives et communales. Ils ont manifesté leur indéfectible soutien au chef de l'État, président fondateur du MPS, dans toutes ses actions. Tout à fait. Autre chose à présent, fin des travaux de l'atelier de formation des élèves ambassadeurs de la paix à l'initiative de la COPES et le ministère de l'Éducation nationale. Les ambassadeurs de la paix ont acquis des connaissances pour sensibiliser les jeunes dans 40 établissements de la capitale. Abdelhadi Mohamed Salim. Après des semaines de formation sur l'éducation à la culture de la paix, à la prévention et au règlement pacifique des conflits, des droits de l'homme et à la citoyenneté. Ces jeunes sont désormais aptes de jouer bien leur rôle dans les établissements scolaires en qualité d'ambassadeurs de la paix. Initié par le comité d'organisation pour la paix dans les établissements scolaires COPES et le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Cette formation entre dans le cadre du projet d'appui à la participation des jeunes et des femmes, à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad. Je me réjouis de la confiance qui a prévalu et surtout de la rigueur et du sérieux avec lequel l'ensemble des travaux ont été menés. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale du 3e arrondissement, représentant les délégués provinciaux à l'enseignement et à la jeunesse pour la commune d'N'Djamena, a situé le rôle que doivent jouer les jeunes ambassadeurs de la paix. Grâce à votre engagement et au club d'ambassadeurs de la paix qui viennent de prendre corps, les responsables scolaires disposent d'un atout supplémentaire dans leur lutte pour l'éradication de la violence dans nos écoles. Les participants se sont relayés pour exprimer leur satisfaction à l'endroit des initiateurs de la formation qui a leur a permis de prendre conscience de leurs responsabilités dans la consolidation de la paix au Tchad. L'Internet au Tchad, son accessibilité, sa disponibilité et sa qualité posent problème aux utilisateurs. Vous allez le voir dans ce reportage. La rédaction de Télé Tchad a initié donc un dossier à cet effet. Ce soir, pour planter le décor, faisons l'état des lieux de l'Internet au Tchad. C'est un reportage de Mahamad Sid. Selon le rapport de l'Union internationale des télécommunications de 2018, le Tchad compte moins de 7% d'utilisateurs de services Internet. Malgré ces nombres très minimes, les usagers ont de la peine à se connecter. On parle de la 4G ici chez nous, mais on se rend compte qu'on est peu en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux. En Afrique centrale, on est 5e sur 5. Les Tchadiens utilisent les réseaux sociaux. Mais malgré ça, on se rend compte que des fois, on n'a pas une connexion assez rapide. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comparé aux autres où journaliers, on a des milliers de connectés en ligne et tout ça, et qui sont plus nombreux que nous. Si déjà peu que nous sommes, si nous utilisons tous, on a une couverture assez médiocre. Leur connexion là est un peu lente, et puisque encore il y a des consommations aussi. Ça consomme trop et puis ça ne marche pas. Depuis janvier dernier, les fournisseurs d'accès à l'Internet ont revu en baisse leur tarification.
En dépit de cette réduction, le coût de la connexion reste toujours cher comparativement aux autres pays de la sous-région. On dirait que l'Internet n'est pas suffisamment à la portée de tous. Je trouve l'Internet, malgré tout ça, c'est cher. Face aux défis actuels, et on essaye de voir un peu les pays qui sont mieux classés que nous. D'une manière générale, il y a l'accès à Internet est un peu moins cher au Cameroun. Et on ne va pas dire qu'ici au Tchad, on est mieux que les Camerounais. Au Tchad, à la différence des autres pays, c'est très coûteux. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde, l'Internet. Dans d'autres pays, même à l'école primaire, les élèves font les recherches à travers l'Internet, au lycée, au CG et dans les universités. Au Tchad, ce n'est pas le cas. Il faut avoir des moyens. Au Tchad, l'Internet, pour accéder, c'est devenu une question de moyens. Aujourd'hui, la difficulté de l'Internet au Tchad, c'est le secret du polichinelle. Hein. Tout le monde le sait. Et vraiment, vu l'arsenal que dispose l'État, et jusqu'à l'heure où nous sommes, nous parlons vraiment de difficultés de l'Internet. C'est déplorable. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait le tour en dehors du Tchad, il comprendra que vraiment les consommateurs tchadiens vraiment souffrent. Pourquoi je dis cela? Et même le chef de l'État a été témoin lors d'une cérémonie, mais on ne sait pas pourquoi jusqu'à là il n'y a pas une amélioration. Si le coût de l'Internet est cher au Tchad, sa qualité laisse aussi à désirer. La qualité de services fournis n'est pas égale aux sommes qu'on dépense, parce que des fois tu peux faire 1 heure sans toutefois te connecter et atteindre le travail que tu veux faire. Maintenant, pour mettre ces vidéos finies en ligne, nous connaissons beaucoup de difficultés. La qualité est mauvaise. On met une vidéo en ligne à 18h, le téléchargement finit 40 minutes après. Souvent, c'est vraiment déplorable. Pourtant, depuis quelques années, les autorités tchadiennes s'activent à réduire les fossés numériques qui existent entre les pays et ceux de la sous-région en misant sur les 3e et 4e générations, 3G et 4G de la téléphonie mobile et la fibre optique. Dossier à suivre. En religion, un centre coranique à Kouzi Wahid, un village de la province du Bata. Le centre Aboubakar Al-Siddiq pour la mémorisation du Saint-Coran permettra de canaliser les jeunes apprenant dans le droit chemin de l'islam. Le centre a été inauguré en présence des fidèles musulmans. Mamataïr Djibril Alhour. Les habitants du village Kouzi Wahid, situé à 5 km au nord de Koundjourou, ont désormais un édifice religieux idéal pour l'apprentissage du Saint-Coran et des sciences islamiques. C'est l'œuvre d'un ressortissant du village vivant en Arabie Saoudite. Le centre comprend 7 salles, 4 pour les garçons et 2 pour les filles. 4 encadreurs enseignent le Coran et ses sciences à 150 élèves, 80 garçons et 70 filles. Après la lecture des versets coranique, le président du comité d'organisation, Mohamed Ahmed Absakin, a remercié les délégations venues de toutes les localités de la province du Bata. Et d'ailleurs, notant que ce Khalwa sera un véritable centre de sciences, de connaissances et de culture. Le superviseur du dit centre, Hamid Mohamed, et le chef du village, Zakaria Haroun, ont également remercié les bienfaiteurs, priant Dieu à placer cela dans la balance de ses bonnes actions. Pour sa part, le représentant du président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata a expliqué que la construction d'un Khalwa à cette époque assure la publication du livre saint des dieux tout-puissants et que le Coran est la base de l'éducation et la constitution de la nation islamique. Le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Suleiman Bouyeme, après l'inauguration officielle du dit centre, demandé aux responsables de veiller à son entretien et aux citoyens de tirer le maximum de profit et d'acquérir des connaissances dans l'espoir d'éliminer l'alphabétisme.
Et puis la page noire de ce journal, la télévision nationale tchadienne vient une fois de plus de perdre un de ses éléments. Il s'agit de Tardo Goukouni, stagiaire à la rédaction de la télévision nationale section française. Il est décédé ce matin des suites de maladie. Tardo Goukouni est titulaire d'une licence obtenue à l'IFTIC de Niamey au Niger. Il est marié et père de 3 enfants. Que la terre lui soit légère. Touché par cette disparition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, présente toutes ses condoléances à la famille du regretté et à tous ses confrères. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.